Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand et son équipe ont visité l'exposition Vermeer au Louvre et ils en sont sortis tout éblouis. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Nous allons en compagnie de Serge Legat vous faire partager notre éblouissement. Plus d'un tiers de la trentaine d'œuvres connues de Vermeer sont exposées en ce moment au musée du Louvre, ce qui explique la grande affluence. Il y a véritablement foule devant ces cimaises illuminées par les tableaux du maître. Et on imagine, Franck, que la rareté de ces œuvres a dû exciter l'avidité de certains faussaires. Eh bien oui, à commencer par le plus talentueux de tous, le célèbre Hans van Meegeren, qui au milieu du dernier siècle a joué quelques bons tours aux historiens de l'art. C'est par son incroyable histoire que j'aimerais vous faire entrer dans l'univers de Vermeer et de ses contemporains, après quoi nous parlerons de ce grand maître hollandais et de ses confrères, de tous ces maîtres de la peinture de genre. Vous voyez que le programme, une fois encore, est très réjouissant. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le plus grand faussaire de tous les temps s'appelle Hans van Meegeren. Il est né en 1889 près d'Utrecht de parents néerlandais. Son père était un professeur dans un cours particulier. Bref, c'était un instituteur, si vous voulez, extrêmement rigide, extrêmement droit, qui a été d'une très grande exigence avec lui. Et donc ce Van Meegeren s'est rendu mondialement célèbre pour avoir imposé ses fausses toiles de maître et notamment ses faux Vermeer jusque dans les plus grands musées de la planète. C'est une aventure qui peut paraître relevée de la petite histoire, mais qui en fait est beaucoup plus importante qu'elle en a l'air, car sous des dehors assez drôles et même parfois un peu comiques, elle met en évidence par l'absurde certains travers de notre culture occidentale. S'il est un domaine où le culte de la rareté, où la recherche systématique de la nouveauté, où la mythification de certaines signatures sont poussées à leur paroxysme, c'est bien celui de la peinture, qu'il s'agisse de peinture ancienne ou contemporaine d'ailleurs. Surtout, c'est un domaine où les points de vue, où les jugements personnels abdiquent souvent devant l'argument d'autorité et devant l'a priori convenu. Un doute de la part d'un expert, un changement d'attribution par un critique en vue et d'un seul coup, une toile peut perdre ou d'ailleurs gagner jusqu'à 9/10 de sa valeur. Et encore, ça peut même être plus extraordinaire que ça. Bien précisément, c'est tout ce système emblématique de notre civilisation que Van Meegeren s'est amusé à faire voler en éclats. Pourtant, au départ, le moins qu'on puisse dire du personnage est qu'il n'a rien d'un révolutionnaire. Au contraire, Hans van Meegeren exerce son art de peintre par passion. Il a dû lutter pour y arriver contre l'interdit paternel. Inutile de vous dire que le papa n'était pas du tout ravi de le voir endosser sa blouse d'artiste. Il a été formé à son art par le plus pur des traditionalistes qui s'appelait Bartus Körteling. Et Körteling, vous savez, c'était un de ces peintres du début du XXe siècle qui estimait que le grand art s'arrêtait au XVIIe siècle et qui donc a appris à Van Meegeren les vieilles techniques. C'est d'ailleurs ça, c'est extraordinaire. Il lui a appris à préparer ses toiles, ses couleurs, sa composition, son dessin, comme le faisaient les grands maîtres, comme l'avaient fait Ter Borch et Frans Hals et De Hoek, etc. On est aux Pays-Bas, bien entendu, dans le creuset de la grande école hollandaise. Or, notre Hans van Meegeren a eu l'occasion dans sa jeunesse difficile de peintre débutant de constater tous les excès en vigueur sur le marché de l'art. On se plaint du marché de l'art en 2017, mais je vous prie de croire que 100 ans plus tôt, c'était pas beaucoup mieux. Et j'ai envie de dire que Van Meegeren a compris, absolument compris comment tout cela marchait. Il s'est fait connaître en peignant pour un concours de Delft un intérieur de l'église Saint-Laurent qui a été tout à fait remarqué. Le jury à l'unanimité lui a décerné le premier prix. Il s'est dit c'est formidable. Alors, ayant peint cette toile qu'il avait vendue plusieurs milliers de florins, qui donc lui avait rapporté pas mal d'argent, il s'est dit tiens, je vais en faire un deuxième exemplaire. Et avec le même soin, avec la même inspiration qu'il avait mise à composer la première toile, il a donc fait un deuxième intérieur de Saint-Laurent. Oui, sauf que le deuxième s'est vendu 1/100 de ce que s'était vendu le premier. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Ce sont absolument les mêmes toiles, c'est la même inspiration, c'est le même artiste. Il y en a un qui se vend 10 000 et l'autre qui se vend 80.
Que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe que, voilà, ça c'est le marché de l'art. On veut l'original, on veut pas la copie. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, un peu par dépit, il se met à peindre un daim. Il faut vous dire que, par des relations de sa première épouse, il est en mesure d'avoir comme modèle un daim qui appartenait à la princesse Juliana des Pays-Bas. Donc, le petit daim vient, si l'on peut dire, à 3 reprises poser dans son atelier. Il fait des petits croquis, il en tire un dessin qu'il n'arrive pas à vendre. Alors, il se dit, mais quand même, je vais en faire une toile, la toile ne se vend pas. Puis un jour, il explique à un marchand de calendrier que c'est le daim de la princesse Juliana. Hop ! Immédiatement, ça se vend à des centaines, à des milliers d'exemplaires. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, c'est l'image qui a été le plus vendue aux Pays-Bas. Vous imaginez ça ? C'est invraisemblable. Donc il commence à se dire, mais tout ça est dément. C'est-à-dire que les gens qui ne voulaient pas de ma toile, je leur dis que c'est le daim de la princesse Juliana et d'un seul coup, tout le monde en veut. Pendant ce temps-là, pour survivre, il restaure des toiles du XVIIe siècle. Et en 1928, alors chose extraordinaire, il achète avec un ami qui a la même formation que lui, qui est le même genre. Ils achètent un cavalier qu'ils reconnaissent à la première. Vous savez, vous avez parfois des révélations comme ça dans les ventes. Vente publique, toile anonyme, mal annoncée comme on dit. Ils voient que c'est un cavalier de Frans Hals. Ça paraît une évidence. Ils achètent le cavalier, ils le restaurent, ils le mettent au mieux. Ils veulent le mettre sur le marché de l'art. Vous imaginez, on a découvert un Frans Hals. Mais il fallait d'abord passer par les experts. Il faut apprendre, c'est tout un métier. Et en l'occurrence, le grand expert à l'époque de la peinture hollandaise, c'est un célèbre bonhomme qui s'appelle Bredius, qui a écrit énormément de livres, enfin qui est un grand monsieur. Et ce Bredius dit, oh non, c'est pas du tout un Frans Hals. Et voilà que leur toile, même chose, perd 99% de sa valeur. C'est fini, c'est fichu. Et là, vraiment, ça commence à l'agacer, Van Meegeren, évidemment. Alors, il va avoir l'idée avec son ami, là, de fabriquer un faux Rembrandt. Il fait le Rembrandt, il le présente dans un musée, et voilà que Bredius arrive. Et Bredius dit, oh, mais quelle merveille, mais c'est un Rembrandt sublime. Et alors là, joie de Van Meegeren qui sort son couteau à palette et qui perfore la toile, qui la déchire dans tous les sens pour montrer qu'elle n'a aucune valeur et que c'est lui qui l'avait faite. Et là, bien sûr, Bredius aurait dû perdre tout crédit, pas du tout. Ce sont les garnements qui perdent tout crédit. Le grand critique, lui, reste à l'abri de toutes les atteintes. Et c'est la haine qu'on voit peu à peu se développer chez Van Meegeren pour tout ce monde des experts, des critiques, etc. Il faut vous dire aussi qu'à ce moment-là, il va divorcer de sa première femme. Il va épouser une jeune femme qui s'appelle Jo de Bourg, qui est une sorte de génie méconnu, qui l'amène à émigrer en France. Ils vont s'installer sur la Côte d'Azur, à Roquebrune, et à ce moment-là, il en a tellement assez qu'il se dit qu'il va monter la supercherie du siècle. Il va fabriquer le plus faux de tous les faux tableaux et il va ridiculiser tout ce monde qu'il déteste. Mais alors pour ça, il lui faut du temps, Alors d'abord, il faut résoudre le problème des toiles et des châssis. Il faut trouver des vieux châssis. Il faut trouver des vieilles toiles dont on gratte les anciennes peintures pour, évidemment, pour repeindre quelque chose de nouveau. Donc on achète des toiles anciennes mais qui ne valent pas grand-chose. Et puis il faut trouver les pigments. Mais, je vous l'ai dit, il a été par son maître formé à l'ancienne école, donc il sait fabriquer un pigment à l'ancienne. Le grand problème, et ça tous les faussaires qui nous écoutent le savent, le grand problème sont les craquelures. Vous savez qu'on reconnaît l'ancienneté d'un tableau souvent à ses craquelures. Et les craquelures en question, il faut qu'elles viennent de l'arrière de la peinture. Ce serait trop facile, sinon vous faites une peinture, vous la faites chauffer dans un four, elle se met à craqueler et vous dites voilà, mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, Van Meegeren va inventer une chose extraordinaire, il est le premier faussaire de cette école, si je puis dire. Dans le grattage qu'il fait sur les anciennes toiles, il s'arrange pour conserver une couche de pigment suffisante pour avoir la trace des anciennes craquelures sur lesquelles il va reproduire lui-même ces nouvelles craquelures. Ce qui fait que là, la supercherie est indétectable. Mais, me direz-vous, la dureté de la couche pigmentaire, comment faire que la peinture soit dure ? Eh bien là, il va avoir une idée. Puisqu'on utilise à l'époque la bakélite, vous savez, c'est la grande invention de l'époque, des années 20 et 30, c'est une espèce de plastique, si vous voulez, qui est en train de faire son apparition dans le monde, eh bien il va mêler à ces pigments de la bakélite. Vous allez me dire, mais ça va se repérer. Mais oui, mais personne, aucun expert n'a l'idée d'aller chercher de la bakélite dans la peinture, donc il sait très bien que ce sera bien sûr détectable, mais non détecté. Et tout ça marche. Il va fabriquer en 1934 une toile qui s'appelle Dame lisant de la musique. La toile est absolument parfaite. C'est un terre-bord plus beau que tous les terre-bords qu'on ait jamais vus. Et là, le coup de génie, disons, de Van Meegeren, c'est qu'au lieu de mettre la toile en vente, il la garde chez lui. Il dit « Ah non, elle est trop belle. Je ne veux pas la vendre ». À partir de là, il devient le maître d'un nouveau marché. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe
Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Vermeer est à l'honneur. Une petite question pour vous, Franck. Quel est le statut de Vermeer au milieu du XXe siècle ? Un statut quasiment unique. Il faut vous dire que Vermeer a été pendant longtemps oublié. Enfin, quand je dis oublié, il faisait partie des maîtres de genre parmi d'autres. Et il a été littéralement redécouvert vers la fin du XIXe siècle. Et à ce moment-là, il devient en quelque sorte... C'est un peu comme la musique de Wagner à l'époque. C'est-à-dire que l'Europe entière s'engoue pour Wagner, pour Vermeer, Wagner aussi, vous me direz. C'est tout à fait justifié au demeurant. Hein. Et quand vous visitez l'exposition du Louvre et que vous voyez mêler les toiles et les tableaux de Vermeer à ceux de ses confrères, il y se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si la lumière d'un seul coup irradiait de la simèse. Ces tableaux ont une magie particulière qui justifie le très haut statut de Vermeer. Mais ça, vous imaginez bien que pour Van Meegeren, c'est du pain béni. Son but à lui, c'est de fabriquer le plus beau piège sur mesure pour l'infâme Bredius qu'il déteste de chaque fibre de son être. Alors, il a très bien compris que s'il faisait un Vermeer trop classique, ça ne passerait pas. Il est entré dans la psychologie des critiques d'art. Vous savez, il s'est dit que ce qui pourrait les intéresser, c'est un Vermeer atypique, notamment un Vermeer peintre de sujets religieux, parce qu'il en a fait très peu, somme toute. Il y en a un d'ailleurs à la sortie de l'exposition du Louvre, il y en avait un autre très célèbre, c'est celui de la National Gallery d'Édimbourg, le Christ chez Marthe et Marie, qui avait beaucoup plu justement à Bredius. Eh bien, Van Meegeren, qui connaît le sujet du Christ à Emmaüs, se dit que ça ferait un beau sujet. C'est d'ailleurs un sujet à double détente, parce que vous savez que vous connaissez l'histoire des pèlerins d'Emmaüs, hein, ces pèlerins, sont ces apôtres qui vont rencontrer un inconnu avec qui ils déjeunent, et à ce moment-là seulement ils découvrent que c'est le Christ. Ils ne comprennent la vraie nature de celui qui les a rencontrés qu'après coup. C'est exactement ce que veut faire Van Meegeren. Donc il choisit exprès à dessein le Christ à Emmaüs. Alors il va faire une composition très étudiée, il n'a pas de modèle à disposition et pour cause, hein, il veut travailler dans le plus grand secret, mais il a une grande maîtrise. Il va faire son tableau selon tous les procédés que je vous ai en 2 mots expliqués tout à l'heure. Il va le signer. Il faut savoir que la plupart des œuvres de Vermeer ne sont pas signées, mais celles qui le sont signées d'un V avec une sorte de I pour Johannes, et puis le M est pris dans le V et il y a écrit Vermeer. Et justement, sans mettre le I, notre Van Meegeren va signer Vermeer. Je vous rappelle qu'il s'appelle lui-même Van Meegeren. Donc à la limite, si on lui cherche querelle, il peut dire mais c'est ma signature. Il y a un jeu de mots, vous voyez. On est au printemps 1937. La réussite du tableau est totale. Grande toile hein, qui fait 115 sur 127, donc 1,27 m si vous voulez. Cette toile, il la dégrade. Avec un couteau, il en enlève même des morceaux. Il repeint, mais un peu grossièrement, pour faire comme si à différentes époques. D'ailleurs, il va étudier les pigments des repeints pour faire un repeint au 19e, etc. Enfin, non, mais tout ça est très très chiadé. Hein. Il monte tout son plan pour aller le plus loin possible. Et il va passer, parce qu'il lui faut maintenant un intermédiaire, il faut un courtier pour mettre en vente la toile. Il va passer par un certain De Boon, qui est néerlandais, conseiller juridique. Alors à ce monsieur, il raconte que toute une histoire hein, d'une femme italienne qui voulait se séparer d'une partie de ses œuvres, etc. Et il explique à De Boon que pour présenter la toile au grand expert qu'est Bredius, il ne faut pas que son nom à lui, Van Meegeren, apparaisse. Parce qu'alors, évidemment, Bredius le détestant, la chose est terminée. Donc, il demande au courtier, à l'intermédiaire, d'inventer une seconde histoire, l'histoire d'une riche héritière qui serait sur la Côte d'Azur, qui aurait hérité un certain nombre de toiles et qui voudrait s'en séparer, etc. On montre surtout l'histoire, vous savez, on dit que la toile serait actuellement à Rome, on est à l'époque fasciste, hein, et vous savez que Mussolini interdit l'exportation d'œuvres d'art par nationalisme, donc ce serait en quelque sorte une œuvre patriotique que de faire rentrer aux Pays-Bas une œuvre hollandaise, vous voyez, toute l'histoire qu'on montre, bref. Bredius vit à Monaco, De Boon va le rencontrer chez lui à Monaco et sur photo, vous imaginez ça, c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore vu l'œuvre originale, il est tellement ébloui par le cliché en noir et blanc qu'on lui présente qu'au dos de ce cliché, il écrit, Bredius, « Cette œuvre magnifique de Vermeer, le grand Vermeer de Delft, est grâce à Dieu sortie de l'ombre où elle se trouvait depuis tant d'années. » Vous imaginez 90 000 livres sterling, c'est ce que demande Van Meegeren pour son tableau, c'est-à-dire un des prix les plus importants jamais proposés sur le marché de l'art. Hein. C'est une somme absolument gigantesque. Évidemment, le plus grand antiquaire de l'époque s'appelle Devine, vous savez, le grand antiquaire new-yorkais, envoie un de ses experts voir la toile, et l'expert en question télégraphie à Devine.
Il s'agit d'un faux pourri, dit-il. Faux pourri. Donc il a vu quand même la supercherie. Eh oui, mais Bredius, lui, ne l'a pas vu, puisque voilà ce qu'il écrit dans le Burlington Magazine. C'est un moment merveilleux dans la vie d'un amateur d'art que celui où il se trouve soudain face au tableau jusqu'alors inconnu d'un grand maître, demeuré intact sur sa toile d'origine. Dans aucun autre tableau du grand maître de Delft, nous ne trouvons un tel sentiment, une aussi profonde intelligence du texte biblique. Vous imaginez le rire intérieur de Van Meegeren. Europe 1, au cœur de l'histoire, Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous nous intéressons à la peinture cet après-midi, notamment à la vie d'un faussaire, Van Meegeren, qui a mis en vente un faux tableau de Vermeer à un prix extravagant, Franck. Ah oui, un prix de fou, 90 000 livres sterling. Alors on monte une souscription nationale aux Pays-Bas pour récupérer le tableau, et ça marche. Le tableau est donc offert au musée Boijmans, qui est un des grands musées de peinture hollandaise. Van Meegeren, qui est consulté, parce que comme il connaît bien la peinture hollandaise, on le consulte quand même dans le cadre de la souscription. Il dit oui, moi, ce tableau ne me paraît pas tellement juste. Il me paraît louche, dit-il. Vous imaginez le culot, c'est lui qui l'a fait quand même. C'est extraordinaire cette histoire. On lui a fait un premier versement d'art de 35 000 livres sterling, et là normalement, rappelez-vous l'histoire, le but c'était de ridiculiser Bredius. Donc là, s'il voulait aller au bout de son projet, il suffit de faire une grande conférence de presse, d'amener le tableau, de montrer les photos du tableau en cours d'exécution. Et Bredius a terminé sa carrière. Eh oui, mais sauf que 35 000 livres sterling, quand vous n'avez jamais eu beaucoup d'argent, d'un seul coup, Monsieur Van Meegeren découvre les grands restaurants, les tailleurs sur mesure, les voitures avec chauffeur. Et très vite, en quelques semaines, les 35 000 livres sont dépensés. Le voilà donc bien coincé. Il a été pris à son propre piège. Et voilà maintenant, ça c'est un engrenage. Il a fait un premier faux, comment faire? En plus, il a même fait des dettes, figurez-vous. Il va falloir continuer. Quelques mois après Emmaüs, Van Meegeren fait paraître un nouveau faux qui s'appelle l'intérieur au buveur, qui est copié sur les joueurs de cartes des collections du roi d'Angleterre à Buckingham. Un faux Peter de Hoor, donc, qui est acheté après 1 an de transaction par le plus grand collectionneur de l'époque, qui s'appelle Van Boningen. C'est quand même extraordinaire, hein. C'est-à-dire que les plus grands, on a vu Devine, Van Boningen, les grands musées, tout le monde veut les faux de Van Meegeren, qui lui, entre-temps, déménage avec sa jeune épouse à Lestat, un quartier sur les hauteurs de Nice, dans le quartier des Arènes de Simiez. Alors, Van Meegeren se dit qu'il ne va pas en rester là. Puisque ça marche si bien, et puisque les prix les plus exubérants n'ont l'air de réfréner personne, il va carrément faire la scène de Vermeer. C'est-à-dire, vous imaginez Vermeer qui d'habitude peint des petites scènes de genre quand même. Quand vous allez au Louvre, là vous voyez la taille des tableaux. Là il va faire une immense scène, un tableau de 2,50 m sur 1,75 m, sur une ancienne scène de chasse qui ne prend même pas le temps de gratter entièrement. Ce qui veut dire que si on fait une radiographie, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Quand même, il y a une facilité. Oui, mais quand vous y arrivez trop, vous comprenez, c'est ça le problème. Donc la scène en question va être mise en vente. Et alors là, c'est toute une affaire. Il y a, je vous passe quelques détails sur la vente à Van Boningen, contre 5 toiles, dont une d'ailleurs qui est un faux de Van Meegeren, c'est-à-dire qu'on va payer Van Meegeren avec des toiles dont une est un faux qu'il a lui-même déjà réalisé. Bref, en l'occurrence, le maréchal du Reich, on est en pleine occupation là maintenant, on est en 1941, Göring exige de la direction des musées hollandais qu'ils achètent la fameuse scène. Elle va donc être achetée contre, tenez-vous bien, 200 toiles. Je dis bien 200 toiles hollandaises, qui elles sont des toiles authentiques, que récupère donc Van Meegeren, vous imaginez. Et en échange, la toile part donc pour La Haye, et de La Haye, elle va finir bientôt dans les collections privées du maréchal Göring. C'était ça le but de l'opération, bien entendu. Et c'est ce qui va tuer Van Meegeren, si je puis dire. Puisque lorsqu'on va découvrir la collection de tableaux récupérés dans tous les musées d'Europe par Göring, on tombe sur cette bizarre scène de Vermeer. On demande d'où elle vient. C'est un certain Van Meegeren qui l'avait vendue au musée d'État des Pays-Bas. Et donc, à partir de ce moment-là, on trouve l'adresse de Van Meegeren, on va l'interroger chez lui. Et alors là, il est quand même de plus en plus gêné. Et comme les enquêteurs, qui sont en grande partie des spécialistes américains d'ailleurs, le poussent dans ses retranchements,
justement insistent, reviennent jour après jour, eh bien il va craquer d'une certaine manière. Et puis surtout, il y a la fierté du faussaire, vous savez. Quand vous avez réussi à berner la terre entière, quand vous avez réussi un tel exploit et que vous voyez que vous êtes à 2 doigts d'être découvert, eh bien la fierté, l'orgueil est plus fort que tout. Et Van Meegeren va dire, eh bien oui, c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai pas fait seulement celui-ci, j'ai peint telle et telle et telle et telle et telle fausse toile. Vous imaginez le scandale. 1947-1948, on ne parle que de ça. On va monter un grand procès contre Van Meegeren, procès auquel défilent tous les experts qui se sont ridiculisés. On peut dire que cette affaire a été le glas du monde de l'art. Tous les grands experts, les grands critiques se ridiculisent à la barre. Van Meegeren va d'ailleurs repeindre un tableau pour montrer à quel point il est capable, pour démontrer qu'il est le faussaire. On lui avait demandé au départ de copier un de ses tableaux. Mais il dit, mais enfin, vous n'y connaissez rien. Copier une toile, c'est à la portée de n'importe quel professionnel. Moi, je ne vais pas copier une toile. Je vais vous en recréer une autre. Bref, il sera finalement condamné à 1 an de prison. D'ailleurs, il est gracié du fait de sa santé et il va mourir très peu de temps après. Il a été condamné le 12 novembre. Il meurt le 30 décembre suivant d'une crise cardiaque, comme s'il avait fallu d'une certaine manière qu'il quittât la scène. Il n'avait plus rien à montrer. Quand je dis la scène, cette fois, SCE, bien sûr. En décembre 1995, à l'étude Tajan à Paris, on a vendu un tableau de An van Meegeren, et un faux, qui a été vendu comme tel, bien sûr, vendu pour un faux, mais il a quand même trouvé preneur à 53 000 €. Vous voyez comment fonctionne le marché de l'art. Maintenant, même un faussaire célèbre finit par donner de la valeur à ses œuvres. Bonjour Serge Legas. Bonjour Franck. J'aurais dû tout de suite préciser que vous n'étiez pas à mettre dans le sac de tous ces experts dont nous nous moquons depuis une demi-heure, car vous, bien entendu, vous n'auriez jamais confondu un Van Meegeren avec un vrai Vermeer. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est de peinture dont il est question au cœur de l'histoire. Franck, vous évoquez les œuvres de Vermeer avec votre invité, l'historien de l'art et conférencier des musées nationaux, Serge Legas. Alors Serge, il faut quand même dire un mot de cette affaire qui a été la plus célèbre affaire de faussaire de tous les temps, on peut le dire. Et sans aucun doute par la suite la plus médiatisée. Oui, vous en êtes la preuve. On continue à parler de Van Meegeren. C'est devenu un nom et d'ailleurs les tableaux se vendent maintenant comme des tableaux. C'est une histoire absolument rocambolesque et étonnante. C'est vrai qu'elle a beaucoup discrédité les historiens d'art. En même temps, on s'est rendu compte aussi que tout ce travail des faussaires est un travail qui est quasiment scientifique. Vous parliez, Franck, des craquelures. Alors, par exemple, on s'est rendu compte d'une chose que Van Meegeren avait connue. Si ce sont des vraies craquelures, il doit y avoir au fond de la craquelure de la poussière qui, avec le temps, s'est installée, de la poussière ancienne. Donc, parfois, on trouvait des tableaux avec des craquelures, mais qui étaient vierges de toute poussière. Et donc, Van Meegeren avait déjà compris ça. Enfin, c'est un travail extraordinaire. Ça va aussi loin, et c'est vrai aussi dans le domaine de l'art contemporain, je dirais même que ça l'est peut-être davantage, c'est parce que les sommes en jeu sont gigantesques. C'est ce qu'il faut toujours préciser, c'est qu'on parle actuellement de dizaines de millions d'euros. Oui, et sans vouloir enfoncer le clou, mais cette année a quand même été, je parle de l'année 2016-2017, en parlant d'année scolaire, une année très riche en faux. On a quand même parlé du Cranach, de la collection du prince de Liechtenstein, qui est quand même un tableau qu'on a retiré de l'exposition d'Aix-en-Provence parce qu'on pense que c'est un faux, et on pourrait multiplier les exemples, entre autres franco-français. Soyons honnêtes, dans l'exposition qui est présentée en ce moment au Louvre, un tableau un petit peu bizarre. Oui, en tout cas, il y a un petit tableau de la très belle collection Leyden qui est au Louvre. Et ce petit tableau est dans l'exposition. Et par exemple, il y a une partie du tableau, le vêtement jaune de la jeune femme, qui est déjà un repeint. Ça, on en est sûr. Bon. J'adore, moi, cette Hollande. C'est un endroit, si vous voulez vous dépayser, écoutez, c'est pas très loin de la France. Et vous êtes dans un autre monde. Vous êtes avec les moulins, les tulipes, cette atmosphère nimbée, la soupe aux pois. Bref, on a l'impression d'un seul coup de plonger en plein XVIIe siècle et d'être dans le monde de Vermeer de Delft. Alors justement, est-ce qu'il reste à Delft des archives, quelque chose qui nous permette de suivre la vie du maître, Serge ? Alors, je dirais que c'est le gros problème. Vermeer est une sorte de mystère encore, puisque les archives de Delft ont été totalement dispersées. Donc on n'a pratiquement aucun renseignement qui peuvent nous donner des dates très précises. Vraiment, la carrière de Vermeer, la vie personnelle de Vermeer, c'est très peu de choses. C'est 2-3 dates, et pour le reste, on est dans un flou total. Donc on sait qu'il est baptisé en 1632
1732. Absolument. On sait qu'il va faire partie des peintres de la guilde de Saint-Luc de Delft, qu'il est peintre officiel en 1653. Vous m'offrez une occasion de redire que Saint-Luc est bien, entre parenthèses, le patron des peintres, parce que l'autre jour on m'a contredit dans le feu de l'action, je ne savais plus trop quoi dire au micro. Je le confirme bien, je referme la parenthèse. C'est la grande thématique de Saint-Luc peignant la Vierge. Voilà, donc c'est comme ça qu'il devient le patron des peintres, justement. Et donc, on sait que Vermeer fait partie de la corporation des peintres de Delft à partir du 29 décembre 1653. Il s'est marié quelque temps au préalable, le 20 avril de la même année, et l'on sait qu'il se convertit au catholicisme. Alors ça, c'est une chose assez étonnante dans ce pays dans ce pays qui est absolument un pays réformé. Il se convertit. Alors c'est pas du tout une conversion liée à une révélation spirituelle. C'est tout simplement que la belle famille de Vermeer, surtout la terrible belle-mère, impose la conversion au catholicisme. La famille de l'épouse de Vermeer est une famille très catholique, donc la conversion a lieu, et on sait que Vermeer va disparaître en 1675. Les dates, c'est vraiment très peu de choses. Chose absolument hallucinante pour un peintre aussi important, nous ne savons absolument pas qui a formé Vermeer. C'est incroyable. On n'a absolument pas de nom. Dans quel atelier il était ? Aucun. On a évoqué des noms, on avait parlé de Karel Fabricius, on avait parlé des liens avec Peter de Hogg ou Peter de Hor, comme vous le mentionnez. Ce sont sûrement des liens. Mais d'ailleurs, dans l'exposition, il y a des liens évidents pour ce qui est de l'inspiration. Totalement, pour l'inspiration. Mais vu les dates, cela ne peut pas être un lien de maître à élève. Donc la formation de Vermeer. Alors moi, je dois dire que je suis très séduit par la thèse que John Michael Montias avait évoquée dans les années 1980. John Michael Montias, spécialiste de ce qu'on appelle la fine Schilderei, c'est-à-dire la peinture fine. La peinture finie dont Vermeer fait indéniablement partie à la fin de sa carrière. Et Montias, c'est le premier qui a lancé l'idée que Vermeer avait peut-être été formé en dehors de Delft, peut-être à Utrecht, peut-être à Amsterdam. Il y aurait donc dans des archives qui ne seraient pas les archives de Delft où on n'a plus rien, une trace qui un jour nous permettrait de trouver cette formation. En tout cas, pour l'instant, nous ne la connaissons pas. En tout cas, l'exposition, et je cite même le communiqué de presse de l'expo, cette exposition qui est en ce moment au Louvre cherche à démontrer, au moyen de rapprochement avec les œuvres d'autres artistes majeurs du siècle d'or, à l'image de Gerhard Doux, Gérard Terborch, Jan Steen, Peter de Hor, Gabriel Metsu, Caspar Netscher ou encore Frans van Mieris, l'insertion de Vermeer dans un réseau de peintres spécialisés dans la représentation de scènes élégantes et raffinées. Il n'est pas isolé, ce Vermeer. Voilà, il est bien dans tout un tissu de peintres. Je dirais que c'est ce que notre époque nous apporte sur la peinture hollandaise. On a enlevé tout le côté romantique que l'on avait dans la biographie de Rembrandt et on est en train de faire la même chose avec Vermeer. C'est-à-dire qu'on libère Vermeer de cette image qui était l'image 19e siècle que l'on appelait le Sphinx de Delft. Cette sorte d'artiste qui aurait travaillé dans sa tour d'ivoire, très isolé, etc. Bien, l'exposition du Louvre montre à quel point les sujets de Vermeer sont des sujets que les autres peintres traitaient. Et chose intéressante, Vermeer n'est jamais le créateur des prototypes des tableaux. Ce sont généralement des peintres comme Terborch, entre autres, qui sont plutôt les créateurs de modèles. Et Vermeer, avec une technique totalement différente, les reprend. On aurait pu imaginer qu'une exposition comme celle-là, elle est très riche, elle est remarquablement bien faite. L'exposition est vraiment bien, elle est très très fine, très dynamique. On aurait pu imaginer qu'elle noirait Vermeer d'une certaine manière et qu'elle relativiserait l'œuvre. C'est tout l'inverse qui se passe. Même si les autres, et notamment Peter de Hor, etc., sont de très grands maîtres incontestablement, et vus séparément, leurs tableaux sont tout simplement magnifiques et ils nous tirent des larmes. Mais quand vous les mettez à côté de ceux de Vermeer, là d'un seul coup on a l'impression que la lumière est éteinte. Oui, c'est même un peu cruel parce que Vermeer irradie tellement au sens littéral du terme, puisque sa peinture c'est la peinture de la lumière, et c'est vrai qu'il a une dimension, une présence totalement originale. Encore une fois, pas par les thématiques, mais par le traitement des sujets. Et Vermeer a vraiment une qualité technique et un univers qui n'appartient qu'à lui. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'alors que la plupart des autres de ses chers confrères, les autres toiles ou tableaux sont datés, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être en 1650 ou en 1660 par les attitudes, les décors, les costumes, etc. On a l'impression que lui va au-delà, qu'il transperce tout ça, qu'il nous donne à voir une sorte
de présent universel, de présent hors du temps, comme si la force des atmosphères qu'il nous délivre dépassait de très loin le caractère anecdotique du décor dans lequel elle s'insère. Et je crois d'ailleurs, Franck, puisqu'on a eu la chance de visiter ensemble cette exposition, c'est vrai que l'émotion que l'on a eue et que l'on a à chaque fois, c'est de voir à quel point, je reprends là les propos qui sont d'ailleurs les propos du commissaire de l'exposition Blaise Duclos, qui dit qu'au fond, Vermeer travaille par soustraction quand les autres travaillent par accumulation. Et alors, c'est particulièrement visible quand on prend les tableaux de Guérit-Doux. C'est une peinture très matérielle. Mais puis qui sont les tableaux surchargés. On a des natures mortes extraordinaires, on a des rideaux, fenêtres, on a le moindre ce que Barthes appelait le monde objet. Exactement. Et là, on voit à quel point Vermeer, à ce niveau-là, lui, au contraire, est un peintre qui enlève des éléments. Et d'ailleurs, les radiographies le confirment. Très souvent, quand on voit les radiographies, des tableaux qui avaient des sujets qui expliquaient la symbolique, les objets ont été supprimés. Il enlève tout ça et qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une atmosphère, il reste une profondeur, il reste un temps immatériel et d'abord et surtout, il reste une lumière. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Cet après-midi, nous plongeons dans le monde du peintre Vermeer avec vous, Franck, et avec votre invité, l'historien de l'art Serge Legat. Et à ce propos, nous avons reçu des messages. Ah oui, Lizzie nous dit « J'adore Vermeer et Anne van Meegeren est un personnage fascinant. J'ai lu La double vie de Vermeer de Luigi Guarnieri et j'ai adoré. Presque une philosophie de vie. Ah, si j'avais la chance de choisir un seul peintre et ses tableaux pour vivre sur une île déserte, ce serait Vermeer, nous dit Alain. 12 tableaux au Louvre en 2017 jusqu'au 22 mai. Dommage que je sois si loin, à mon avis, cher Alain. Ça mérite quand même de faire le voyage, à moins que vous ne soyez à l'autre bout du monde. Après tout, je ne sais pas. Alors, il faut quand même, cher Serge, on va revenir dans un instant à Vermeer, il nous manquerait sinon. Mais ce qu'il faut dire, c'est que lorsque vous arrivez dans la grande rotonde souterraine du Louvre et que vous vous apprêtez à tourner à main gauche pour entrer dans l'exposition Vermeer, il suffirait de tourner à droite pour voir une autre exposition qui, moi, m'a tout simplement ébloui. Nous étions hier matin ensemble pour voir l'expo Vermeer et je vous avoue que à égalité, je dirais, j'ai été au moins aussi ébloui par la merveilleuse exposition consacrée à l'un des grands caravagesques français résidant à Rome, le fameux Valentin de Boulogne. Je pense que c'est une des expositions majeures sur cette peinture du XVIIe. Le XVIIe est vraiment tout à fait mis en valeur au Louvre à l'heure actuelle. Et c'est vrai que Valentin, d'abord, la sélection de tableaux est exceptionnelle. On a une qualité, et on voit une chose, c'est que Valentin est un caravagesque, mais avec une dimension très personnelle et qu'il est à la hauteur des plus grands peintres du XVIIe français. Je dirais que Valentin ressort à la hauteur des Nicolas Poussin, Georges de la Tour, qui sont les grands noms qu'on connaît pour le XVIIe. Et Valentin est loin d'être seulement un suiveur de Caravage. Il y a entre autres une atmosphère de mélancolie dans ces tableaux, une dimension d'humanité absolument bouleversante sur des sujets traditionnels. Et puis un sens du rendu des matières, à mon avis, quasiment incomparable, une très grande méditation sur la compréhension générale des compositions, un sens très raffiné de la lumière, beaucoup plus raffiné d'ailleurs que chez la plupart des caravagesques, où elle est crue et violente. Bref, et puis alors des toiles, d'une taille. Et il arrive même à être exceptionnel dans des exercices de style très difficiles. Par exemple, la commande qu'il a pour Saint-Pierre de Rome, qui est présentée actuellement au Louvre, est un tableau qui pourrait être un sujet de martyrs très ennuyeux, les martyrs de Saint-Procès et Saint-Martinien. Et c'est un tableau splendide, qui est absolument bouleversant, monumental. Et on est pris par ce genre de tableau qui d'habitude nous laisse un petit peu froid. Et les 4 âges de l'homme, là, c'est une splendeur. Les 4 âges de l'homme, c'est vraiment une des variations exceptionnelles. C'est un véritable coup de cœur. Je dis ça assez rarement à l'antenne, mais si vous allez au Louvre, et d'ailleurs s'il y a trop de queue pour entrer chez Vermeer, n'hésitez pas à aller voir les gigantesques toiles de Valentin de Boulogne, qui sont, à mon avis, la grande révélation de cette saison. Je suis tout à fait d'accord. Nous fermons la parenthèse et nous nous retrouvons dans l'autre exposition, bien entendu, celle dont tout le monde parle en ce moment, cette exposition Vermeer et les peintres de genre, parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que les 12
tableaux de Vermeer sont présentés au milieu de dizaines d'autres, dont certains sont des chefs-d'œuvre. Il y a notamment des Peter de Hoor absolument magnifiques. C'est vraiment cette qualité de cette école. La qualité des tableaux est exceptionnelle. D'ailleurs, cette école hollandaise est une école absolument exceptionnelle. Il faut quand même noter que la Hollande du XVIIe est de très loin le pays d'Europe où l'on a le plus produit de tableaux. Et là, les écoles italiennes... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est tout l'inverse d'en face. Ce sont des petits tableaux. Formats, c'est vrai. Mais c'est une production importante. La bourgeoisie hollandaise est une bourgeoisie friande de ces tableaux, puisque là, on travaille pour ces commanditaires qui sont commanditaires privés. La papauté et les grands princes romains commandent de gigantesques tableaux qui font plusieurs mètres carrés, alors que les bourgeois du Nord et de Hollande en particulier commandent des tout petits tableaux. Bien sûr. Et puis l'on aime cette qualité du rendu méticuleux. C'est par moments, on est vraiment entre le travail de la miniature et de la peinture. Alors que peint-il ce Vermeer en dehors de lumières extraordinaires et d'intérieurs qui nous ont l'air d'un calme et d'une tranquillité absolument vertigineux? C'est là où il est très original, parce qu'a priori dans les Provinces-Unies, dans ce monde hollandais du XVIIe, les artistes se spécialisent. On est plutôt portraitiste, plutôt paysagiste ou autre. Un Frans Hals est un portraitiste. Les deux grandes exceptions, c'est Rembrandt et Vermeer, et ce qui est quand même merveilleux, c'est que dans la trentaine de tableaux, puisqu'on est toujours entre 35, 36 ou 37 tableaux de Vermeer connus et reconnus comme tels, eh bien on a tous les sujets. Il a fait des tableaux religieux, un tableau mythologique, des paysages, des scènes de genre, et on voit des portraits. Il y a donc tous les aspects. Pas beaucoup d'hommes. Alors, il y a évidemment l'astronome et le géographe qui sont tous les deux au Louvre, le même modèle. D'ailleurs, on voit que c'est le même bonhomme. Oui, on est vraiment. Et alors là, c'est un cas, mais sinon, ce sont des femmes, des jeunes femmes souvent. Et dans les scènes de genre, il a vraiment trois thèmes. Le thème de la musique, le thème de l'alcool et le thème de la lettre. Alors au Louvre, on a principalement les deux thèmes de la musique et des lettres qui sont mis en valeur. Et c'est vrai que là, il s'inscrit aussi dans une production que d'autres peintres ont traitée. Mais il les traite encore une fois différemment. On est généralement dans des maisons cossues, avec des murs très sobres, de couleurs très claires, des sols dallés, bien entendu, comme toujours dans ces maisons hollandaises. La lumière, si rare dans ces contrées nordiques, devient en quelque sorte la richesse suprême. Elle est filtrée généralement par des lins très fins et par des carreaux. Évidemment, à l'époque, on avait des fenêtres à vitraux, bien sûr, avec des cerclages de plomb. Et c'est presque toujours la même chose. C'est-à-dire que la lumière filtrée par la fenêtre. Et la lumière vient toujours de la gauche. Traditionnellement, les fenêtres sont installées à gauche, la lumière arrive. Chose originale, chez Vermeer, quand on étudie cette lumière, on se rend compte que très souvent, elle n'est pas dans la logique rationnelle de ce que serait l'éclairage. C'est-à-dire qu'on prend la source de lumière, mais l'impact de la lumière sur les figures féminines, sur les objets, c'est pas tout à fait ce que ça devrait être. C'est pas du tout ce que... Et c'est là aussi où Vermeer est extraordinaire, alors que les autres peintres ont un soin méticuleux au rendu de la réalité, lui a déjà une part d'interprétation. Il faut dire que lui, la réalité, il l'a d'une certaine manière figée une fois pour toutes grâce à sa fameuse caméra oscura. Faut que vous nous expliquiez ça. On pense. Alors là aussi, on dit toujours avec Vermeer dans les suppositions, mais vu la qualité parfaite des constructions spatiales de Vermeer, les jeux de perspective sont merveilleusement rendus, on pense donc qu'il utilise cet appareil qu'on appelait la caméra oscura, qui est donc un appareil d'optique qui permettait déjà... de l'appareil photo. Exactement, les premiers appareils photographiques sont directement issus de cette invention. Alors c'est une technique qu'on connaissait depuis longtemps, Léonard de Vinci en parle déjà, et c'est-à-dire que c'est un instrument d'optique qui permet à l'artiste d'avoir déjà une science de la composition qui sera dans l'œuvre à deux dimensions et qui introduit la troisième dimension. Par les jeux de loupe et autres qui sont à l'intérieur, il y a déjà une reproduction de l'espace qui est un espace tridimensionnel. Ça, sans aucun doute, Vermeer l'utilisait. Et vous nous disiez qu'il y avait souvent un petit trou sur les toiles à l'emplacement du point de fuite. Ça, c'est assez extraordinaire. On se rend compte qu'en beaucoup de tableaux, il y a comme un petit trou effectivement au niveau du point de fuite et on pense que le point de fuite, c'est l'endroit théorique dont se sert le peintre pour faire l'origine de toute sa perspective. Voilà, ce sont les lignes de construction qui convergent vers un point qui est le point où votre œil part le plus loin, d'où le nom de point de fuite. Votre œil fuit le plus loin possible. Et généralement chez Vermeer, à cet endroit, il y a un petit trou et on imagine qu'il accrochait une sorte d'épingle métallique avec une cordelette, une ficelle accrochée à cette corde, enduite de craie, et il suffisait de placer sur le support cette cordelette, cette ficelle enduite de craie, ça donnait déjà les lignes de construction du tableau. Donc il y avait déjà cet élément également technique qui permettait de construire le tableau avant
avant de réaliser bien sûr les figures et autres qui seraient placées dans la composition. Vous imaginez à chaque fois qu'on parle de Vermeer le ton un peu religieux qu'on prend lorsqu'on les voit les tableaux au milieu des autres, de leurs congénères si je puis dire, on comprend comment est née cette religion. Et pourtant, Vermeer n'a pas toujours eu l'importance et la célébrité que nous lui conférons aujourd'hui. Il y a eu toute une époque où il était tombé dans un relatif oubli. Nous y venons dans un instant. Des ventes. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire des peintures de Vermeer, Franck, vous êtes accompagné du conférencier des musées nationaux, Serge Legat. Oui, et pour tout vous dire, il faut bien qu'il y ait des avantages dans ce métier. Et en l'occurrence, on reçoit de beaux livres parfois. Absolument. Donc là, en l'occurrence, le Vermeer par le détail de Gary Schwartz aux éditions Azan, qui est une vraie splendeur, avec un parti pris un peu étonnant d'édition. D'ailleurs, ce jaune citron qui vient en quelque sorte, mais c'est bon, pourquoi pas. Ça fait ressortir d'une certaine manière l'extrême délicatesse des tonalités vermeeriennes. Le Vermeer de John Michael Montias, dont nous parlions avec Albert Blanquer et Gilles Ayot, est également édité chez Azan. Et puis, je voulais souligner la qualité du hors-série du Figaro, Vermeer, le monde du silence, avec tout un long dossier sur les maîtres de la peinture de genre et le siècle d'or de la Hollande, qui d'ailleurs succède de fort peu à celui de l'Espagne, comme par hasard, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on appelle la peinture de genre, Serge? Parce qu'on a employé ce terme depuis tout à l'heure à plusieurs reprises sans jamais le définir. Oui, alors déjà, le mot peinture de genre, c'est un mot qui est créé par les Français au XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, les Hollandais ne parlent jamais de peinture de genre. C'est un mot qui n'existe pas. On parle de réunions galantes, on parle de scènes de chasse, enfin, on parle de thématiques, mais on ne parle pas du mot peinture de genre. Ça, c'est un terme qui apparaît en France au XVIIIe. Alors la scène de genre, c'est assez facile. C'est l'opposition à la peinture de l'homme dans un univers héroïque, c'est-à-dire la peinture d'histoire. Voilà. Là, c'est la peinture qui représente des scènes de la vie quotidienne. Voilà. Donc c'est tout bêtement. On devrait appeler ça scène quotidienne. Mais c'était un des termes que les Hollandais utilisaient. Oui, voilà, surtout pas peinture de genre ou scène de genre, qui est vraiment un terme pas utilisé à l'époque. Oui, et puis un petit légèrement péjoratif, il faut bien le dire, même si aujourd'hui il a perdu cette connotation. Mais parce que comme c'est une invention française du 18e, à l'époque pour les Français, la seule grande peinture, c'est la peinture d'histoire. Pour les Hollandais, c'était pas du tout le cas. En Hollande, il n'y a pas d'hiérarchie des genres et le sujet n'est pas un syndrome de qualité. Alors évidemment, la splendeur des tableaux est telle qu'on a envie de la considérer pour elle-même. Et rarement, sans doute, devant les toiles ou les tableaux d'un grand maître, on est à ce point muet que devant un tableau de Vermeer. Néanmoins, vous me faisiez remarquer hier matin, et c'est passionnant, que ces toiles, bien que débarrassées de tout le superflu qui encombre celles de ses confrères, ces toiles sont, qu'on le veuille ou non, symboliques, et elles nous racontent à chaque fois une histoire, elles mettent en évidence un thème. Et c'est aussi une des constantes de cette peinture hollandaise. N'oublions pas qu'on est dans un pays réformé, un pays protestant, où a priori la peinture reprenant des sujets de la vie quotidienne et banale sont là malgré tout pour montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Par exemple, un des très beaux tableaux de l'exposition, c'est la Dentelière, notre chef-d'œuvre du Louvre. Qui mériterait une petite restauration d'ailleurs, quand on le met à côté des autres. Effectivement, mais c'est une splendeur. Eh bien, ce qu'il faut regarder de très près ce tableau, qui est quand même une des plus petites peintures du Louvre au niveau du format, et on voit que devant la dentelière, il y a la Bible. Ce qui montre que l'activité de la dentelière est considérée comme une activité positive pour une femme. Ça rappelle les métiers d'aiguille, les métiers de broderie, qui rappellent l'éducation de la Vierge. Donc on est dans des thématiques qui représentent des femmes qui sont des femmes positives et qui s'associent aux valeurs qui sont les bonnes valeurs de la société de l'époque. Au contraire, on a des sujets qui sont les sujets négatifs. Et puis des tableaux sur lesquels on se perd en conjecture. La fameuse femme à la balance qui introduit l'exposition du musée du Louvre, que représente-t-elle vraiment? S'agit-il d'une vanité? S'agit-il d'un thème associé au jugement dernier? S'agit-il simplement d'une femme qui montre aussi les valeurs matérielles, celles de l'or et de l'argent? S'agit-il, même si actuellement on le dit moins, d'une femme enceinte qui évoque le futur sort de l'enfant qu'elle porte et autres? Ça m'a l'air probable. Tout le mystère est présent et ça c'est magnifique. Des femmes à la riche vie intérieure dans le silence et la lumière. Voilà ce que peint somme toute Vermeer. Ça. La magie de Vermeer, elle est là. C'est la lumière. Comment expliquer qu'il ait disparu des radars, si je puis dire, pendant longtemps? Vermeer a un réel succès de son vivant.
Il faut quand même le dire. Il n'est sûrement pas le peintre le plus célèbre dans son domaine, mais il est vraiment connu. D'ailleurs, on en a une preuve. On a des visiteurs étrangers qui, venant en Hollande, demandent à visiter l'atelier de Vermeer. Alors ça, c'est d'ailleurs extraordinaire. On a un Français qui vient au XVIIe et qui veut voir des tableaux de Vermeer. Vermeer n'en a pas dans son atelier et il l'envoie chez le boulanger, en disant, là, il y a un tableau qu'on m'a acheté. Oui, voilà. Et d'ailleurs, le Français trouve que c'est un tableau qui a été payé beaucoup trop cher. Production extrêmement restreinte. Hein. Alors, une trentaine de toiles connues. Voilà, ce sont souvent des tableaux. 35, 36, 37 tableaux suivant les spécialistes. Et c'est vrai que Vermeer a forcément des tableaux qui nous sont inconnus, des tableaux qui ont disparu. Mais on peut penser que Vermeer est un peintre qui a peu produit. Par rapport à d'autres artistes, comme ceux que l'on voit dans l'exposition, la production de Vermeer devait être une production beaucoup plus limité en nombre de toute façon. Mais beaucoup de tableaux ont disparu. Alors, la célébrité de Vermeer va connaître une éclipse au XVIIIe siècle ? Totalement. C'est le XVIIIe siècle qui est un XVIIIe hollandais. Alors, mais parce que la Hollande du XVIIIe, c'est une Hollande qui se laisse pervertir, si je puis dire, par le goût étranger. Les Hollandais trouvent maintenant très chic et élégant d'avoir des tableaux sous influence italienne, voire sous influence française au XVIIIe. Et la vraie qualité de la peinture hollandaise du XVIIe est un peu moins en place. Ça explique aussi d'ailleurs pourquoi Rembrandt, à la fin de sa vie, a moins de succès. Donc, on est vraiment dans une sorte d'éclipse. Il y a quelques très beaux tableaux, mais ça n'est plus la grande école hollandaise. Guillaume Ier, c'est ça, des Pays-Bas ? Alors, Guillaume Ier, lui, va être très important parce que c'est lui qui fait acquérir pour la Hollande le fameux tableau de la vue de Delft. Et c'est avec le petit pan de mur jaune dont parle Proust. Hein. Je crois un écrivain que vous aimez un petit peu, si j'ai bien compris. Donc effectivement, on a cette importance qui est en 1822 l'entrée de la vue de Delft dans les collections qui seront les collections du Borisov de la Haye. Me disiez-vous, c'est plus Delft qu'on achète que mais totalement, c'est pas Vermeer qu'on achète. On achète un paysage national. Par contre, le vrai changement, c'est à partir de 1866, et ça, c'est le grand spécialiste Théophile Thoré-Berger. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une œuvre qui vous parle de loin, rendez-vous donc au Louvre en ce moment, et notamment quand on approche de la laitière. À 20 mètres déjà, la laitière vous parle. C'est invraisemblable. C'est un tableau unique, exceptionnel, totalement à part dans la production de Vermeer. C'est vraiment une presque toile... un peu impressionniste déjà. C'est un tableau magnifique par les effets de lumière, de ponctuation de lumière. C'est un tableau petits points de magique. Lumière comme ça qui font que la toile a l'air d'être littéralement éclairée de l'intérieur. Et totalement. Puis, à côté, il y a donc la dentelière. Et là, je donnerai un petit conseil à nos auditeurs. C'est tout simple. Si, lorsque vous allez visiter l'exposition, il y a trop de monde devant la dentelière, ça peut arriver parce que l'exposition a un très grand succès, il faut le dire. Eh bien, passez outre et puis vous reviendrez au Louvre parce qu'elle est là à demeure. Et je vous assure que moi, ça m'est arrivé, j'ai fait ça des dizaines de fois. Vous pouvez l'avoir pour vous tout seul pendant 1 heure. Lorsqu'elle est exposée classiquement dans les grandes galeries du musée du Louvre, j'ai envie de dire, les gens passent devant sans même la remarquer parce qu'elle est toute petite. C'est vrai. Merci beaucoup, Serge Lega.